Salut à tous, c'est Tristan et Célia et on se retrouve dans ce nouvel épisode de Sous les likes, le podcast qui révèle les coulisses de l'influence. Le principe, on reçoit des créateurs de contenu qui animent et échangent avec leur communauté pour lever les préjugés sur leur métier et comprendre le quotidien de ces réels entrepreneurs. Nous accueillons Big Will, le créateur de la food porn aux multiples sociétés comme Akaz ou encore Sodiet, qui a créé une communauté de plus d'1 million d'abonnés sur Instagram et dont l'ascension est complètement folle. Ça allait tellement progressivement que moi-même je savais pas ce que je faisais. J'étais aux côtés des plus grands nutritionnistes de sport au monde. Un parcours semé d'embûches, parfois très dur à vivre. J'ai déçu ma communauté. Tu l'as vécu un petit peu au début. Mal, je le vis encore mal. Mais aussi un entrepreneur dans l'âme qui a su exploiter sa notoriété sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé à vraiment prendre sur les réseaux sociaux, j'ai développé ma boîte. Être influenceur, c'est hyper rentable. Un mantra super inspirant. Pour moi, la finalité de tout ça et de la vie, etc., c'est d'être heureux, donc c'est le bonheur. Je pense que la seule façon de réussir, c'est de prendre plaisir. J'ai des objectifs, des rêves, et c'est ça aussi qui te motive tous les jours. Dans un épisode sans filtre, riche en anecdotes, conseils et partage d'expériences. C'est vrai que moi j'avais été contacté par une marque qui faisait des montres, hyper cool, et la marque me payait cher. Donc je me dis, wow, trop cool, tu dois en parler sur tes réseaux sociaux. Et au final, en fait, je fais une pub, ça vend de ouf. Et là, j'ai plus aucun contact avec les personnes qui m'avaient contacté initialement. Rien. Silence radio, je me sentais trop mal, j'étais là en mode, ouais, putain, c'est chaud en fait ce que je viens de faire. Tu vois. Au fait, cette vidéo est sponsorisée par l'agence Start It Up. Salut Willy, Salut. alias Big Will sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on te connaît plus sous le nom de Big Will plus que ton vrai prénom à toi. Mais du coup, merci déjà d'être venu dans ce podcast. Beaucoup. Franchement, on est Merci super à vous content de m'avoir invité. on est super content de t'avoir. Il y a beaucoup de choses à traiter. On va essayer d'être vraiment efficace parce que voilà, je sais que tu as beaucoup de casquettes à ton arc en plus d'être créateur sur les réseaux. Donc si je te demandais par exemple en 30 secondes de te définir, je pense que tu galérais, il te faudrait plus une minute. Mais si voilà, en quelques mots, tu essaierais de te définir, tu dirais quoi ? Aujourd'hui, je dirais que je suis entrepreneur plus qu'influenceur, mais j'ai forcément aussi la casquette d'influenceur qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat, on va dire. Ok. Et du coup, toi, tu es sur les réseaux depuis maintenant combien de temps à peu près ? Ça fait longtemps maintenant, 2015 je pense. Ouais. 2015, Instagram, après il y avait Facebook à l'ancienne où on partageait tous des choses, mais où vraiment ça a commencé l'influence, on va dire c'est plus 2015, donc ça fait bientôt 10 ans. Ok. Ah ouais, quand Eh même, oui. déjà, ça passe super vite. Parce que là, du coup, tu as 29 ans. C'est ça, Ok. Et rappelle-le-moi tout le temps. N'hésite pas Non, vraiment. ça va, 29 ans, ça va, je suis pas encore sur les 30, donc c'est bon. C'est bon, c'est la vingtaine, ça passe. t'es né à Paris, si je me trompe pas. Ouais, Et tu t'es bien renseigné. Ouais. T'as trouvé ça où t'as ma carte d'identité? Vraiment, il a spoil, il t'a traqué vraiment partout. Parce qu'on pourrait penser que t'es né en Guadeloupe. Ouais, Mais en fait, t'es né à Paris et t'as grandi en Guadeloupe. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as toujours eu un petit côté passionné par tout ce qui est nutrition diététique ? Parce que maintenant, t'es vachement connu sur ça, c'est ton domaine d'activité. Est-ce que depuis que t'es tout petit, depuis que t'as grandi, t'as eu ce petit attrait pour ça ou c'est venu au fur et à mesure ? Pour l'alimentaire, ouais, complètement. Ok. Parce que je cuisinais beaucoup avec ma mère, Ouais. mon père. Et j'ai toujours aimé manger. J'ai D'accord. toujours été gourmand. Après, la nutrition, c'est venu un peu plus tard, on va dire, vraiment. Mais après, il y a eu le sport aussi, où j'ai commencé très tôt à faire du sport. De l'escrime. Ouais, l'escrime. Et il y a ça aussi sur ma carte Ouais, d'identité. il a ton numéro sécu Ah, aussi. Ça fait super flipper comme ça. Non, mais c'est cool. Ouais. J'ai fait beaucoup d'escrime en Guadeloupe, j'ai commencé. Et donc, forcément, après, au fur et à mesure, le côté nutrition est venu s'ajouter un peu au côté sportif, puisque l'alimentaire. Je me suis spécialisé au fur et à mesure. Mais par contre, le côté aliments, cuisine, etc., c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Ouais. Ok, ouais, donc t'es en Guadeloupe, tu grandis, tu fais pas mal d'escrime. À côté, t'as les cours aussi. Ouais. Et je crois que c'est quand tu rentres en France après que tu passes un diplôme d'ingénieur agroalimentaire à Toulouse, il me semble. C'est ça. J'ai fini à Paris, mais j'ai commencé à Toulouse. Ouais. Ouais, c'est ça.
Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période-là qu'est-ce que du coup, enfin, comment ça t'a lancé aussi après Sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux. En fait, de base, je pense que j'ai toujours été assez social, parler aux gens, etc. Donc même au collège, lycée, on avait les comptes Facebook et donc il y avait quand même j'avais quand même un peu d'amis sur mon compte Facebook et j'ai le contact assez facile. J'ai toujours eu le contact assez facile, même si j'ai toujours été assez timide quand même. Et du coup, donc, j'ai passé mon bac à Clermont. Là, je voulais faire quelque chose dans l'alimentaire, mais je ne savais pas du tout quoi. Donc, je me suis dirigé vers quelque chose d'assez généraliste. Donc, j'ai fait une prépa, donc maths spé en spécialité bio, en Auvergne aussi, à Marmilla. Ok. Où ensuite, à l'issue de ces 2 années de prépa, tu passes un concours pour avoir une école d'ingé. Et donc, j'ai eu le concours, je suis allé à Toulouse. À ce moment-là, donc comme je le disais, j'ai toujours été très sportif. Et j'ai fait de l'escrime, après je suis allé au foot américain. Pendant le foot américain au lycée, j'ai commencé la muscu. Et puis après, la prépa, c'était tellement dur et chronophage que j'avais plus trop le temps de faire du foot américain, d'aller aux entraînements, etc. Je faisais un peu les matchs, mais par contre, j'ai gardé le côté muscu où je m'entraînais vraiment au moins 30 minutes par jour. Parce que la prépa, je bossais avant d'aller en cours, donc je me réveillais vers 6h ou quelquefois 5h30. Ah ouais, c'était un gros rythme quand même. Ouais, c'était... La prépa, c'est vraiment, t'as plus trop de vie, quoi. Ouais, C'est t'as plus compliqué. de vie du tout pendant 2 ans. Je l'ai bien vécu aujourd'hui, mais c'était vrai que c'était très dur à cette époque-là. Mais, et parce que tu bosses un peu avant d'aller en cours. Vu que en plus, c'est un concours, donc il faut que tu sois meilleur que les autres. Voilà, donc t'as la pression un peu tout le temps, même si t'es avec tes potes. Tu sais qu'il y a certaines personnes qui l'auront, d'autres non, tu vois. Et toi, t'as envie de te faire partie de ceux qui réussissent. Donc, tu bosses, t'as envie de bosser plus. Donc, tu bosses avant les cours. Après, de 8h à 16-17h, t'es en cours. Et puis après, tu bosses, t'arrives chez toi, tu bosses direct jusqu'à 23h, minuit, 1h, 2h du matin, en fonction de si t'as des calls, des examens, etc. Mais par contre, je me gardais toujours cette partie de sport où je faisais 30 minutes par jour, forcément, tous les jours. Donc, et ça, quand je te dis qu'on bossait comme ça, c'est vraiment du lundi au dimanche, et pendant les vacances scolaires, etc. C'est vraiment pendant 2 ans non-stop, donc tu coupes un peu ta vie sociale, où là, tu vois tous tes amis sortir, tous tes amis s'amuser, etc., etc. Et là, toi, tu te dis quoi, du coup, à ce moment-là, c'est frustrant un peu. T'as l'impression de gâcher une période de ta vie, parce que là, c'est une période où t'as 20 ans. Ouais, en plus, où, c'est là où tout le monde fait la fête. Tout le monde est à fond dans la fête, etc. Et toi, t'y es pas. Après, tu as tes objectifs en tête. Tu sais que si tu veux y arriver, tu es obligé de te... voilà, mais bon, c'est frustrant quand même. Cette période est assez frustrante, même si elle est cool si tu y arrives. Mais je gardais cette partie de sport. Et puis après, je voulais faire dans l'alimentaire. Je savais toujours pas quoi. Et donc, une fois que j'ai eu mon concours, je suis allé à Toulouse. J'ai commencé avec un truc très global dans l'agronomie. Et après, je me suis spécialisé dans l'alimentaire. Et plus j'avançais, plus je commençais à partager ce que j'apprenais en cours sur mes réseaux sociaux, parce que c'était hyper lié, vu que je faisais de la musculation. Le but initial, c'était d'avoir un joli physique et soulever lourd, etc. Et pour optimiser les résultats, il fallait que je gère bien ma nutrition. Et vu que je me spécialisais dans l'alimentaire et dans la nutrition en cours, j'apprenais des choses avec mes profs que je retranscrivais sur mes réseaux sociaux de manière un peu familière. Donc au début, moi, sur Instagram, je l'ai créé en 2015 ou peut-être 2014, mais pour mes potes. Ça n'existait pas trop influenceurs sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Il y en avait quelques-uns plus sur YouTube que sur Instagram. Ouais. Sur Instagram, ça n'existait pas vraiment. Et donc, quand tu te mettais sur Instagram, c'est pas comme aujourd'hui où là, tout le monde sait que ça existe, tout le monde sait qu'on peut en vivre, etc. Donc, beaucoup de personnes se mettent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, tout ça, pour faire de l'argent et pour en vivre. À l'époque, c'était pas le cas. On a tous créé notre compte Instagram en mode... comme mon compte Facebook, il y a une nouvelle application. Je partage mes photos de ma bouffe ou de ma nouvelle paire de chaussures que j'ai achetée sur les réseaux et c'est tout, tu vois. Et donc moi, je partageais mes photos de muscu, mes recettes, etc., des conseils nutrition. Et en fait, au fur et à mesure du temps... Ça a pris de l'ampleur un en petit fait, peu. Ouais. Je voyais des nouvelles personnes qui s'abonnaient à mon compte alors que je ne les connaissais pas. Donc, je me disais, c'est bizarre ce truc. Tu vois, ça plaît en fait à d'autres personnes que mes amis. Et ça commence tout doucement. Et petit à petit, tu as encore plus de personnes. Donc tu continues, ça te motive aussi. Tu te dis, c'est cool, tu vois. Après, tu sais même pas dans quel but, hein. Tu veux pas en vivre, mais juste que c'est cool, gagner des abonnés, c'est toujours cool. Oui, ça y a un truc de on en veut toujours plus parce que c'est cool, quoi. Tu sais pas pourquoi, mais c'est cool.
Surtout que tu suscites l'intérêt des c'est ça. gens. Donc, Et ça veut dire que tu tes dis, contenus plaisent, donc ça te ouais. valorise toi aussi Exactement. vis-à-vis de ce que tu fais, sachant qu'en plus c'est tes études. Donc en plus tu te sens, voilà, tu sens que tu prends en expertise, donc, et en plus intéresser d'autres encore mieux, quoi. C'est ça, ouais. Tu te dis, ouais, tu te sens intéressant au final. Mm, Et donc, tu sens que le travail, parce que finalement, poster des posts, si c'est des articles, avant c'était plus limite des articles, des mini-articles que je voyais en cours et que je familiarisais pour l'adapter aussi à ma passion. Donc tu te dis, en fait, ce que je fais, c'est cool. En fait, les gens, ils aiment bien, donc c'est cool. Et c'est là où ça a vraiment commencé, en fait. Ok. Et donc, les premières plateformes sur lesquelles tu t'es lancé, c'était Facebook, Instagram. Ouais, Instagram surtout. Ouais. Après, Snap aussi, beaucoup Snap Ouais. à l'époque. Ok. Beaucoup Snap. Et c'était en parallèle, je pense que ça s'est fait à peu près en même temps, Et- Snap. Tu me dis si je me trompe, mais je crois que tu avais déjà une main là-dedans parce que tu faisais toi-même tes propres protes. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, tu Ça a développais compris, toi-même tes protéines. Ouais. Pourquoi, du coup, tu faisais ça en fait? Bah. C'est que tu n'avais pas trop de temps, c'est que... Non, en fait, les protéines, je sais pas si vous êtes dans la muscu, etc. Ouais. Mais quand tu y es pas, je sais pas, les protéines pour toi, ça te. Bah ouais, je sais pas, ça m'inspire, je T'as sais envie pas d'en trop. prendre là si je te dis? Est-ce que Non, tu en pas du rentres? tout. Parce que t'as peur un peu. Ouais, je sais pas, ouais, il y a un truc un peu, enfin ouais, un Ouais. peu scientifique, un peu médical, un truc bizarre un peu. Ouais, t'as l'impression que c'est du dopant. Ouais, etc. oui, c'est ça. C'est un Tu peu vois. cette dimension-là, ouais. Et moi, j'étais un peu dans la même optique. Quand on commence, on est toujours un peu dans cette optique-là parce qu'on connaît pas. Et c'est vrai que quand on connaît pas quelque chose, en général, on en a peur. Et donc la protéine, c'était en plus, encore plus à l'époque, parce que c'était pas démocratisé comme ça l'est aujourd'hui. Donc j'étais en mode, j'ai pas vraiment envie d'en prendre parce que j'ai envie de. Et à la fois, j'ai toujours aimé la cuisine, la chimie, la science, etc. Donc j'étais en mode, j'ai pas envie d'en prendre, mais je sais que ça peut me faire évoluer. Je vais essayer de faire mes propres protéines chez moi parce que je kiffais l'expérience. Donc du coup, j'ai cherché un peu, j'ai demandé un peu à mes profs, etc., comment je pouvais faire. Et je me suis un peu creusé la tête. Et du coup, j'ai acheté un déshydrateur. Ok. À la base, c'est pour faire des fruits séchés, des trucs comme ça. Et donc, j'ai acheté ça. Et en fait, tous les week-ends, ce que je faisais, j'avais un petit appartement, un studio à Toulouse de 20 mètres carrés. Et en fait, j'allais acheter à côté des boîtes de 30 œufs. Ouais. Je passais mon week-end, en fait, je cassais les œufs, donc je séparais le blanc des jaunes. J'avais une grosse marmite, là, une casserole. Je mettais tous les blancs d'œufs. Je faisais cuire. Ça me faisait un gros truc, une grosse pâte de blanc d'œufs que je déshydratais ensuite tout le week-end parce que ça met énormément de temps. Donc Ouais, je foutais ouais. dans mon truc, ça a pu à l'œuf dans tout mon appart. Oh, surtout à 20 mètres carrés en plus. Ouais, ma cuisine c'était mon lit donc. Ouais, vraiment. La vie d'étudiant, quoi. au final. Ouais, c'est ça. Et en plus, ça tournait toute la nuit le déshydrateur parce que ça met vraiment beaucoup de temps pour déshydrater. Je sais pas combien d'œufs je faisais, mais ça se trouve, je faisais 90 œufs. Donc ça prenait vraiment tout le week-end pour déshydrater Ah ouais. tous les œufs. Et en fait, après, ça me faisait des petits chips, des petites chips. Ok. Et après, je mixais et je mélangeais ça à du cacao et du sucre. Et puis après, je faisais mes shakers pour toute ma semaine ou sur 2 semaines. Et Non, mais après, c'est j'amenais vrai, ça à la c'est salle bien. de sport. Ce qui fait que moi, en fait, je les faisais moi-même. Ok, mais du coup, ça t'a un peu lancé dans le truc au final. C'est Ouais. que toi, tu produisais toi-même tes. Ouais, les Je pense prods. qu'après, tes potes ont peut-être voulu goûter, non? Je sais pas comment ça s'est passé. Les gars de la salle, c'est vrai que nous, moi j'étais là en mode. Tes quoi ce premiers que tu fans. prends Ouais. Mais après, ils goûtaient, ils disaient, ah, c'est dégueu. Parce qu'en fait, l'œuf, quand je le mixe comme ça, je le filtre pas, etc. Et ça fait des petits morceaux. Donc tu bouffes, mais t'as des petits morceaux Ouais. Ah ouais, ouais. dans la bouche. C'est pas ouf. Ouais, mais bon, ça fait maison. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Mais il fallait que j'ai un vrai labo pour pouvoir faire quelque chose de plus cool. Là, je fais ça dans ma cuisine. Et eux, ils buvaient des vrais prods avec du goût, des édulcorants, des arômes, etc. Ouais. Donc c'était un peu plus dégueu, mais j'étais cool de montrer ça aux gars de la salle. Et eux, ils goûtaient, même s'ils trouvaient pas ça bon, ils trouvaient ça cool. Donc ouais. Et ça, j'ai partagé cette expérience sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les vidéos doivent encore y être, c'est même sûr, parce que j'efface rien. Donc si on remonte, mais bon, maintenant, pour remonter, il faut du temps. Mais quand on remonte tout le feed, mes vidéos de production de protéines à la maison sont encore disponibles sur mon Instagram. Et ouais, c'est comme ça que les gens vont se dire, ah, bah, c'est drôle, c'est quoi, qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu vois. Et ouais, je trouve ça cool, moi. Non, en vrai, ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment où finalement, tu donnais des conseils, etc. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu as eu le déclic de dire, bah, je vais me montrer, je vais m'afficher aussi moi? Parce qu'en donnant des conseils, je sais pas au début comment tu faisais tes vidéos, mais faire un peu de face cam, etc., des choses comme ça, est-ce qu'à un moment, c'est venu tout seul, l'idée de, voilà, de te mettre en scène aussi? Ouais, là, en vrai, c'est venu assez naturellement. En fait, parce que via Facebook, initialement, je mettais déjà des photos de moi, enfin une photo de profil, des trucs comme ça. Quand t'allais en vacances, tu mettais des photos de toi en vacances. Donc en fait, quand j'ai décalé un peu sur Instagram, de base, je mettais des photos de moi avec mes potes, des trucs comme ça. Donc je montrais déjà ma tête sur les réseaux sociaux parce que de base, c'était pas censé
il n'y avait pas censé avoir d'autres personnes qui ne connaissent pas, qui voient en fait ma tête. Et puis, donc je me posais pas vraiment cette question au début. Aujourd'hui, on se la pose beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, tu as 1000 abonnés, tu fais un réel, ça se trouve, ton réel va faire 1 million de vues avec des gens qui te connaissent pas, tout ça. Donc, est-ce que tu as envie de montrer ta tête? C'est assez stressant, etc. À l'époque, tu fais une photo, tu as 10 likes. Et, Ouais, tu te posais pas trop la question Ouais. en fait. Bah au oui, final, C'était et, plus innocent, quoi. Tu savais ouais. qu'il n'y avait pas d'enjeu c'est ça. derrière. Voilà. Mhm. Donc, Du tu coup, poses pas vraiment la question. ouais. Du coup, tu as dit que c'était venu progressivement un peu Ouais. de cette visibilité, cette notoriété aussi du coup qui a suivi. Est-ce que comment tu as réagi face à ça? Est-ce que tu as eu peur? Comment tu l'as ressenti en fait cette ascension? Tu t'es dit ça va prendre beaucoup d'ampleur, est-ce que je vais arriver à gérer tout ça Ben, à ce moment-là? en fait, vu que c'est venu assez progressivement, tu flippes pas. Ok. Parce que c'est pas d'un coup, tu prends 100 000 abonnés, tu te dis, ouais, c'est quoi ce délire, tu vois, genre, il va se passer quoi maintenant, tu vois. Ouais, tu te réveilles et t'as 100 000. Voilà, c'est ça, et Ouais. Ça peut arriver, hein, maintenant, tu fais un Ouais, gros avec buzz. TikTok, Ouais. ça marche vachement bien. Et après, maintenant, tu fais un peu moins parce que tu sais ce que ça peut devenir, mais à l'époque, ils étaient moins répandus, les influenceurs, donc 100 000 abonnés, ça veut dire quoi pour toi? Tu sais pas, enfin... Ouais, c'était plus nouveau. Donc, Bah ouais. Donc, mais c'est vu que ça s'est pas passé du tout comme ça. Ok. Donc en fait, c'était pas flippant. Donc tu prends petit à petit, tu trouves ça cool parce que tu te dis que ton contenu intéresse et donc tu as envie d'en produire encore plus. Donc non, ça c'est vraiment au fur et à mesure et à la cool en fait au final. Même avec les millions de personnes qui te suivent sur les différentes plateformes aussi, est-ce que tu arrives quand même à être proche de ta communauté, à répondre un peu aux messages, à essayer tu vois, d'être proche d'eux, quoi? Ouais, bah ouais, un peu, mais c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est clair. Parce que, surtout, bon, vu que la communauté est plus grande, alors il y a plus de messages, etc. Mais en fait, quelquefois, ça dépend des fois, mais quelquefois, même à l'époque, il y avait beaucoup moins d'influenceurs. Donc forcément, l'interaction, ça n'avait rien à voir par rapport à aujourd'hui parce que les gens avaient, je dis n'importe quoi, mais dans le monde, par exemple, du fitness, là où moi je suis, où j'ai commencé, tu avais 10 influenceurs ou 15 influenceurs à suivre. Donc forcément, quand il y avait des posts, tu likais, tu commentais, etc. Tu t'envoyais des messages. Aujourd'hui, tu en as 100, 200, 300, j'en sais rien. Enfin, tu en as beaucoup plus. Et donc, il y a un peu moins d'interaction. Donc, même à l'époque où tu avais peut-être moins d'abonnés, tu avais un nombre de messages de malade. Incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Et là, ce qui a vraiment changé, c'est plutôt ma vie familiale, ma vie professionnelle qui s'est enrichie. Ok. Et donc, qui fait que j'ai beaucoup moins de temps pour être influenceur. Alors qu'à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup plus de temps à consacrer pour les réseaux sociaux. Et malgré tout, donc je répondais vraiment à tous mes messages. Et ça, je l'ai fait jusqu'à peut-être 200 ou 300 000 abonnés. Ah ouais, quand même. Je répondais vraiment à tous mes messages. Et parfois, en fait, ce que je faisais, c'est qu'à l'époque, tous les jeudis, donc je répondais à un message tous les jours, mais je prenais à chaque fois du retard. Et tous les jeudis, j'allais à la salle de sport et je me mettais sur le tapis de course. Je marchais avec une pente. Ouais. Et je me fixais l'objectif de répondre vraiment, de descendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de messages à répondre. Ça fait que parfois... Tout les gens optimisé. ouais. Comme ça, tu marches. Moi, je me disais, Ouais. je brûle du grec, etc. Et je suis pas sur un bureau en train de... Et ce qui fait que parfois, je passais, et vraiment, honnêtement, en plus, les gens le voyaient parce que je le partageais sur les réseaux sociaux, 6, 7 heures sur le tapis de course. Ah ouais, quand même. Ouais, peut-être le record. Ouais, peut-être j'abuse là, mais... Ah, t'as un record? Bah, en fait, il y avait un jour où j'avais passé vraiment Ouais. toute la journée, vraiment toute la journée sur le tapis. Et les gens m'avaient vu. Les gens, ils allaient à la salle, ils voyaient tout ça. Et, ils voyaient Il est que- encore là. Ouais, j'étais plus là que les gérants de la salle même, tu vois. Ouais. Et est-ce que dans toutes ces années de réseaux sociaux, déjà jusqu'à maintenant, et aussi toutes les publications que tu as faites, il y en a une soit qui te tient à cœur ou que tu te rappelles De publication ouais, ou ton premier post même, est-ce que tu t'en rappelles? Le premier post, je crois que c'était peut-être des... Enfin, c'était pas celui-là. Soit c'est un post avec 2 amis à moi, soit c'est des croissants au saumon. C'est le meilleur truc, ça. Je crois que c'est un truc comme ça, en tout cas c'est dans les premiers. Mais sinon, en fait, l'un des posts il y a 2 posts à l'époque qui avaient buzzé un peu, enfin buzzé à mon échelle à cette époque-là et qui m'avaient ramené un peu d'abonnés. Mais quand j'ai un peu d'abonnés, c'est peut-être 500 d'un coup ou 1000 d'un coup. Et là, tu te dis, putain, trop cool. C'est déjà ouais, pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Et c'était un post que j'avais fait donc, avec ma femme où on faisait des... une fois par semaine, on faisait des trucs de gym, je sais pas,
Genre je me mettais comme ça, elle se mettait sur mes sur Ouais, des mes figures épaules, un des peu. figures ouais, un peu, tu vois. ouais. On faisait ça en fait, et ça fonctionnait bien. Et un jour, on en a fait une qui avait cartonné. Peut-être j'avais eu 1000 likes et tout. T'avais publié trop sur content. quoi ça, tu te Sur rappelles? Insta, elle y a encore tout. Et après, aux États-Unis, quand j'étais en stage, parce que pendant mes études, je sais plus si on en a parlé, mais du coup, pendant mes études, j'ai fait un stage en Floride où j'ai été nutritionniste d'une équipe de football américain. C'est là où je commençais à partager en fait sur les réseaux sociaux. Et là, j'étais aux côtés des plus grands nutritionnistes de sport au monde. Donc j'ai pu apprendre énormément. Et c'est quand je partageais cette expérience-là, les gens aussi me prenaient encore plus au sérieux, me disaient ok, lui, c'est pas un charlatan qui est en train de te partager des trucs nutrition sans connaître. En fait, parce que je mettais pas des stories de moi ou des photos de moi en cours, parce que c'était pas. Ça Mais- crédibilise du coup. Et là, ouais, ça a crédit. Voilà, exactement. Mon discours était perçu différemment. Et ils voyaient vraiment que j'étais quelqu'un de sérieux dans la nutrition et que j'avais vraiment appris, que j'avais vécu des expériences que peu de personnes finalement avaient vécues. Et à ce moment-là, en fait, enfin rien à voir, mais j'avais fait une vidéo sur la plage où je faisais des pompes, mais en poirier, et où je claquais les mains, Ah oui, comme ça, tu vois. Et cette vidéo-là, elle avait fait 40, je pense que je dis pas de bêtises, j'avais fait 40 000 vues et c'était incroyable pour moi à ce moment-là, c'était une Ah bah dinguerie. ouais, mais encore aujourd'hui, 40 000 vues. Ouais, c'est bah quand ouais, même c'est pas pour ça. mal. Et à l'époque, je parlais de ça, déjà, il y a personne qui faisait 1 million de vues, c'était pas possible, Ouais. ça existait pas. Et j'avais 2000 abonnés. Ah, c'est fou quand même. Et je Franchement. sais que ça avait bien pété, et du coup, tu vois, ça te. Moi, c'est Oui, pour puis ça ça pousse j'arrive. aussi à se mettre en scène aussi Ouais. plus souvent parce que Ouais, bah finalement ouais. c'est ça qui marche, Bah, c'est ça. d'humaniser les contenus et Exactement. t'adresser vraiment à une vraie personne quoi. Ouais. Ouais, Moi, de j'arrive pas à faire les pompes. Ah non, Du coup, alors, je perce pas. moi non plus. Il faut que j'arrive à faire ça aussi. Pareil, je vais percer. Et voilà, et après, tu pètes direct Voilà, sur les je réseaux. fais 40 000 vues. Mais du coup, c'est vrai que tu es quand même du coup un précurseur dans le fait de prendre en compte son alimentation. Enfin, aujourd'hui, on sait qu'il y a une vraie prise de conscience là-dessus. Est-ce que toi, tu l'as senti ce moment où, comme tu es arrivé un petit peu avant tout ça, est-ce que tu as senti une montée d'intérêt pour ce genre de choses? Enfin, c'est assez lié au sport, mais finalement, je pense qu'au niveau de la communauté, tu l'as ressenti aussi que c'était finalement des genres de tours d'horizon. Peut-être qu'avant, c'était plus spécialisé. Et maintenant, tu vois que ça intéresse un petit peu tout le monde. Tu l'as ouais. senti, ouais? Ouais, complètement. Ouais. C'est vrai qu'avant, c'était très, très, très sport ce que je faisais. Très fitness. C'était muscu. Donc, j'avais une communauté qui était très fitness. Alors que plus ça avançait, mais comme tu le dis, en fait, je faisais des recettes, un peu, moi, ce que j'ai appelé la pound food diet. Donc, des recettes que moi, j'aimais, les tacos, les burgers, les pizzas, les cookies, etc. Mais qu'on n'avait pas le droit de manger en diète. Mais je les transformais un peu à ma façon, de base, pour atteindre des objectifs sportifs, physiques, etc. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui font les recettes, qui me suivent et qui... voilà, mais pas parce qu'ils ont des objectifs physiques ou sportifs, juste parce qu'elles sont gourmandes comme moi. Et elles veulent manger plus sainement et de manière un peu différente de ce qu'on nous donne ou ce que l'industrie agro nous donne, en fait. Donc, c'est plus du tout une cible uniquement fitness, elle s'est élargie mais vraiment beaucoup. Et je pense que c'est aussi l'évolution des mentalités aussi qui fait ça. On prend de plus en plus... on se rend de plus en plus compte que l'alimentation, c'est important pour nous, que ça peut créer des maladies derrière, qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on mange. Et donc, du coup, la communauté s'est vraiment élargie. Ouais. Et c'est là que tu as pris conscience qu'il y avait un marché à prendre, quelque chose à faire là-dessus? Ou c'était vraiment plus personnel de se dire, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, d'entreprendre? Pour le côté business, un peu. Ouais. En fait, ça aussi, ça s'est fait assez naturellement parce que, quand j'étais aux États-Unis, donc je partageais donc, les trucs nutrition, etc. Et à ce moment-là, donc après, je reviens en France, je continue mes études. Du coup, j'ai passé un nouveau concours à ce moment-là, après mes 2 ans d'école d'ingé à Toulouse, pour aller à Paris parce que c'est la seule école qui propose la spécialité nutrition et santé humaine. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Mais Paris, AgroParisTech, c'est la meilleure école de France. Que j'avais pas eu au concours initial et qui était très, très dur à avoir, mais moi je voulais faire absolument ça. Ça ne m'intéressait pas de continuer dans l'alimentaire sans faire de la nutrition, et donc j'ai passé ce concours que j'ai eu, et donc j'ai pu moi me spécialiser et réellement finir mes études là-bas. Et à ce moment-là, je partageais pas mal de choses sur les réseaux sociaux, et je commençais à avoir de la demande de est-ce que tu peux pas me faire une diète, j'ai envie de perdre 10 kilos, est-ce que tu peux pas me faire un programme, est-ce que tu peux pas faire ci, ça. Et au début, c'est ta famille qui te demande, donc tu leur fais, tes amis, tes cousins, etc. Après, c'est
des gens un peu plus, avec un cercle un peu plus élargi, ouais. des amis d'amis, des amis de cousins, etc. Et puis après, c'est les gens sur les réseaux sociaux qui te demandent. Donc au début, trop cool. Moi, je dis, c'est trop stylé. Je fais des diètes à tout le monde. Les gens, après, ils t'envoient, ils disent, putain, merci, tu m'as fait perdre 10 kilos, c'est incroyable. Donc, toi, t'es trop content. Et moi, j'étais en cours en même temps. J'étais pas là pour gagner de l'argent. Ouais. Honnêtement, je savais même pas, parce que j'ai pas trop fait de commerce, etc. J'ai jamais trop baigné dans ça et je savais même pas qu'on pouvait réellement. J'osais pas en fait vendre ça. C'était pas du tout professionnel à l'époque en plus, ce genre de choses. Non, c'était en mode tu me demandes une diète, je te la fais avec plaisir parce que je partage des. C'est comme si je partageais un poste pour moi. Donc, Au final, donc t'étais là, tu culpabilisais même limite de demander de l'argent. Ouais. Ouais, mais je carrément. pas légitime de. Ouais. Ah ouais. Au début, tu penses même pas. Et après, carrément, tu te dis ça se fait pas, même 10 euros. Hein. Tu sais, t'oses pas demander. Bah ouais, parce que tu sais, donner de l'argent à quelqu'un, c'est. Je sais pas, moi j'ai l'impression que les gens me disent t'es fou, toi, c'est quoi, je vais payer pour ça. Tu vois, en mode. J'étais vraiment dans ce truc où me dire ah non, je suis pas légitime à donner. Déjà, j'avais même pas mon diplôme. Et puis, tu sais, je suis qui pour demander de l'argent, pour faire un truc à quelqu'un, tu vois. Mais c'est pour ça que je te dis, ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, les gens demandaient de plus en plus. Après, j'ai fait mon stage de fin d'études à Clermont, à l'Imagrin. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, parce que pendant que j'étais en cours, une fois que tu fais la prépa elle est très dure, tu bosses de ouf. Une fois que tu as fait le concours, tu as appris tellement comment bosser et tu as vécu une période tellement très dure niveau. Qu'une fois que tu as fait le concours et que tu as atteint l'école est hyper facile. Après, tu peux pas faire pire après. C'est ça, tu peux plus faire pire en fait. Ouais. Donc là, et puis l'école, c'est plus en concours. Donc en gros, tu es quasiment sûr, entre guillemets, d'avoir ton diplôme. Ouais. Ils sont plus là pour te tester par rapport aux autres. Ils sont juste là pour t'apprendre et te faire évoluer sur tes compétences dans ton domaine. Donc beaucoup plus simple, donc tu as beaucoup plus de temps. Donc là, je faisais mes réseaux sociaux, c'était trop cool. Je m'entraînais de ouf, je faisais mes réseaux sociaux, je faisais des diètes, etc. J'avais pas de vie de famille à l'époque puisque j'habitais à Toulouse ou à Paris et j'étais seul à Toulouse ou à Paris. Donc tu as du temps incroyable. Okay. Et encore, rien que ça fait beaucoup. De gérer les études plus les réseaux sociaux. Ouais, mais tu vois, ça va quand tu es centré sur toi, entre guillemets. Oui, après, voilà, c'est plus t'es moins dans le besoin de l'autre ou le besoin de ta famille. C'est pour ça. Et en fait, qui prend le plus de temps. Bah ouais, alors que quand t'as pas ça, tu sais, tu fais. Et alors que là, et du coup, quand j'ai fait ça, j'ai fait une étude, j'avais encore plus de demandes. Et là, vu que je travaillais, ça me mettait trop de temps. Donc je disais, ah putain, j'ai plus le temps de faire tout ça. Et donc j'ai commencé à dire, pour filtrer, je vais demander 10 euros. Okay. Donc tu vends tes diètes à 10 euros parce que ça filtre. Donc là, déjà, t'as un petit filtre. Mais en fait, la demande, elle augmentait. Donc tu passes à 20 euros, à 30 euros, à 40, etc. Okay, ouais. Jusqu'au jour où j'ai fini mes études et c'est là où ça a commencé vraiment à se professionnaliser parce que je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je cherche une entreprise classique agroalimentaire et je vais bosser dans la nutrition à Danone par exemple, ou je crée ma boîte et je vends mes diètes parce qu'il y a de la demande. Toi, tu avais déjà cet état d'esprit d'entreprendre. Est-ce que dans ton cercle familial, l'entrepreneuriat c'était quelque chose d'impossible. Ah ouais, d'impossible. Mes parents ils sont fonctionnaires. Ouais. Ils aiment la sécurité. Ma mère, si je lui parle d'entrepreneuriat, c'est jamais de la vie. C'est impossible. Quand tu lui as dit. Quoi, tu crées une boîte, après tu es dans la merde toute ta vie parce que tu es endetté et que tu vas faire faillite. Pour elle, c'est ça. Okay. Pour elle, aujourd'hui, je lui ai prouvé que peut-être qu'on pouvait en vivre et peut-être que ça pouvait fonctionner. Mais à l'époque, impossible. Okay. Et on parlait aussi des mentalités et des retours positifs que tu pouvais avoir quand tu donnais des astuces, etc. Est-ce que, du coup, tu as fait face au côté un peu retour négatif de certains haters, etc., qui disaient mais t'es sur les réseaux, tu donnes des conseils nutrition, etc. Enfin voilà, toute cette critique négative autour de ce que tu faisais. À quel moment c'est arrivé et comment tu l'as géré ça ? Comment tu l'as vécu un petit peu au début ? Mal. Je le vis encore mal. Ouais. Il y en a qui disent je me suis détaché de ça, etc. Tu t'en détaches forcément un peu, mais ça te touche toujours. En fait. Si quelqu'un dit que t'es un connard, peu importe qui. Tu peux pas lui dire merci, c'est trop sympa. Ça te touche toujours un peu. Ou encore plus, si tu fais une erreur et qu'il te fait une remarque sur ton erreur, mais pas une remarque en mode ah mince, regarde, tu t'es trompé là, tu ferais ça, plutôt putain, mais t'es un connard, tu dis de la merde. Et tu sais que t'as fait une erreur en fait, au fond, donc t'es encore plus touché parce que tu sais qu'il a raison au final. Tu vois. Oui, ça fait mal. Mais jamais vraiment, il y en a, ils n'arrivent pas à être juste positifs et dire ah voilà, t'as fait une petite erreur. C'est rare, faut toujours que. Il y en a quand même. Et moi, en vrai, j'ai une communauté qui est grave cool. Bienveillante quand même dans l'ensemble. Oui, j'ai très peu de commentaires négatifs. Les commentaires là actuellement, commentaires négatifs que je peux avoir, c'est ah tu fais de la cuisine torse nu, pourquoi tu te fous torse nu pour faire la cuisine, tu vois.
Ok, Ça, bon, maintenant, ouais. j'ai l'habitude. Parce que je le Mm. fais depuis 10 ans. Donc, à l'époque, quand j'avais 2000 abonnés, personne me faisait chier parce que j'étais torse nu. Et aujourd'hui, vu qu'il y en a plus, Et oui, forcément, après, ça ramène aussi d'autres après, c'est personnes. le jeu aussi. Et le fait d'en avoir, c'est ça aussi qui crée un engagement aussi sur ton Bah oui, compte. c'est ça, finalement, ils ont beau commenter, ça reste Bah, des commentaires, ça, Bah, c'est c'est ça. dans le bon sens pour l'algorithme, donc Bah après, oui. c'est à Et eux ils de voir, continuent quoi. à suivre, Oui, suivre, voilà. etc. Donc, Donc au tu final, vois, il y en a, ils suivent depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je suis torse nu. Depuis 5 ans, ils marquent des commentaires pourquoi t'es torse nu. Et depuis 5 ans, ils continuent à suivre, tu vois. Oui. Donc, si ça te plaît pas ou si tu t'aimes pas regarder quelqu'un temps, tu te désabonnes. Et puis, Mm. mais en vrai, il y en a très peu. J'ai peu de commentaires négatifs. Et là, il y en a. Tu sais, maintenant, avec l'algorithme qui est complètement différent, avant, tu touchais beaucoup moins de personnes extérieures à ton cercle. Tu vois, pour gagner des abonnés, c'était un peu plus dur parce que, à la fois, c'était plus facile parce qu'il y avait moins de personnes, mais à la fois, c'était beaucoup plus dur parce que les posts étaient beaucoup moins montrés à des personnes qui ne te suivaient pas. Aujourd'hui, les réels, par exemple, ou TikTok, t'es limite TikTok, tu es plus montré à des gens qui te suivent pas que des gens qui te suivent. oui, Ouais. c'est clair. Et donc, les gens qui te suivent pas, ils connaissent pas ta vie, ils savent pas qui t'es, ce que tu proposes, etc. Donc, beaucoup plus facilement, ils vont critiquer beaucoup plus facilement que des gens qui te suivent, qui t'aiment, etc. Tu vois. Donc, T'es beaucoup plus exposé, ouais, donc à tout. C'est comme si, voilà, t'avais pas, ta communauté ne comptait plus vraiment au final. bah, le pourcentage, ouais, il diminue un peu par rapport aux personnes qui te suivent pas. Et du coup, maintenant, même si tu as plusieurs casquettes en tant qu'entrepreneur, du coup, parce que les réseaux sociaux t'ont amené à entreprendre, c'est ce qu'on disait, tu collabores toujours avec des marques sur les réseaux sociaux. Comment tu gères ces collaborations-là? Après, j'en fais très peu. Ouais. Je fais très peu de collabs et j'en ai toujours fait très peu parce que quand j'ai commencé à vraiment prendre sur les réseaux sociaux, j'ai développé ma boîte directement, tu vois. Je pense que vraiment quand j'ai commencé, c'était en 2017 où ça a commencé à être, tu vois, j'ai commencé en 2015, je dirais. Pendant 2 ans, c'était comme ça. Et 2017, je finis mes études, c'est là où je professionnalise le truc. À l'époque, les partenariats, en plus, ça existait bof. Il n'y avait Ouais, pas pas trop. les agences, par exemple. Agences d'influence, ça n'existait pas. Mm. Aujourd'hui, il y en a plein. Toi, t'es en agence, toi? Ouais, je suis en agence. Ouais. Ok. Je suis en agence aujourd'hui. Et t'es resté combien de temps tout seul à gérer tes collabs? J'ai eu une première agence. Quelle année? Ouais, c'est peut-être trop 2000. vague, ouais. 2019 ou 2020. Mm. Mais en fait, j'ai toujours fait très peu de collabs, donc je suis pas hyper intéressante pour les agences parce que vu que j'ai créé mes marques, je fais de la pub pour mes marques. Ouais, c'est plus du personal branding que des vrais collabs finalement. C'est ça, parce qu'en fait, il y en a, c'est leur seule source de revenus Voilà. en fait, sur les Oui, réseaux. Que c'est toi, ça. forcément, t'en avais pas vraiment besoin au final. Après, T'avais plus d'intérêt à faire de la pub pour tes marques à toi Voilà. que peut-être de. Ouais. Vu que tout était lié. c'est ça. C'est pour ça que je j'arrive pas à dire que je suis vraiment influenceur parce que moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui vit de ses réseaux. Je vis de mes réseaux à travers mes marques parce que forcément, c'est un peu lié. Mais je vis aujourd'hui, c'est mon application, etc., mes coachings, mes marques qui me font vivre et pas les réseaux sociaux, c'est pas les collaborations. En réalité, sur mon chiffre d'affaires global, les collabs, ça représente peut-être 5%, tu vois. Ouais, donc c'est très minime en fait. Au final. Ouais, c'est faible à l'heure actuelle. Et plus tu fais de la pub, c'est comme à la télé. Plus il y a de la pub, moins tu regardes la télé. Oui, Là c'est aujourd'hui, clair. je me disais, je vais faire des pubs à fond pour d'autres marques. Le jour où je veux faire de la pub pour ma marque, il n'y a plus personne qui Oui, regarde ça parce passe que je fais trop de inaperçu pubs. Bah ouais. en plus. Ouais. Donc, clair. tu vois, c'était pas hyper intéressant pour moi. Après, en vrai, on va pas se mentir, financièrement parlant, quand tu es influenceur, au niveau de la rentabilité réelle, du niveau de temps, prise de tête, etc., argent, c'est beaucoup plus rentable de travailler avec des marques, de créer ton contenu, travailler avec des marques, plutôt que de créer ta propre boîte. En tout cas, sur le court terme. Moi, j'ai l'intime espoir que sur le long terme, tu puisses développer ta marque et puisses valoir de l'argent, et si un jour tu veux la revendre, ou alors tu puisses dégager assez de revenus pour être plus rentable financièrement. Mais par contre, sur le court terme, les 5 premières années, en vrai, c'est hyper rentable. Être influenceur, tu vois, on t'envoie des produits, on te paye pour en parler, tu as juste à faire des stories pour en parler. En vrai, réalité, c'est pas un boulot de... Ouais, de fou qui demande non plus énormément de temps. C'est du boulot, Ok. parce qu'il faut quand même que tu réfléchisses à faire des stories correctement. Et après, il y a le côté marketing aussi. Il faut savoir vendre des produits. Tu es commercial en fait quand tu es influenceur. Je passe vraiment côté marque, quoi. Ah bah ouais, le but c'est de vendre des produits au final. Donc tu es commercial. Donc il faut savoir le faire. Il y a des influenceurs qui savent pas le faire parce qu'ils n'ont pas ce côté-là. Moi en vrai au début, le commerce... Moi, la nutrition, c'était trop cool, je kiffais. Oui, mais après, Vendre toute un la produit. dimension derrière de vente, de... Ouais, Ouais, c'est compliqué. et surtout, t'es mal à l'aise en plus quand tu connais pas.
sais, la relation avec l'argent, elle est pas si facile que ça au final. Tu sais, je sais pas, même encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me demande aujourd'hui, tu sais, lui dire le prix du truc. Tu sais, quelquefois même, tu sais, je suis mal à l'aise. Ouais, il y a un Alors petit que, tabou autour de ça, ouais. alors que non, Alors que, tu vois, ça vaut ce que ça vaut, mais Bah oui, c'est ça. Est-ce que tu collabores avec d'autres créateurs de contenu qui sont dans le même domaine que toi ou pas trop? Au final, tu restes vraiment de ton côté et tu... Ouais, très rarement. Je suis toujours resté. Déjà, j'habite à Clermont, dans le fitness. Avant, il n'y en avait pas énormément d'influenceurs fitness sur Clermont, tu vois. Ouais, au final, tu es resté quand même à faire ton petit bonhomme de chemin. Ouais, c'est ça. Et puis après, j'étais avec mes potes qui n'étaient pas du tout dans ça avant. Et tu sais, tu kiffes avec tes potes. J'avais pas forcément la volonté de me faire de nouveaux amis. Si ça arrive, ça arrive. Mais je ne vais pas aller chercher des nouveaux amis pour chercher des nouveaux amis. Et après, j'ai fait quelques petites collabs, tu vois, des petites vidéos, des trucs comme ça à la cool avec des gens. Tu vois, il y a des gens quand même avec qui on crée des liens quand même sur les réseaux sociaux et dans le monde du fitness, des influenceurs. Mais je sais qu'il y a des créateurs de contenu qui justement font beaucoup de collabs et c'est ça même ouais, voilà. Et moi, ça n'a pas trop été ça. T'as déjà été démarché par des marques et t'as refusé parce que ça te correspondait pas du tout ou... Ouais, souvent. Ouais, souvent. Soit ça te correspond pas, soit t'as pas envie de faire parce que sinon ça fera trop. Ok. Tu vois. Mais oui, j'ai souvent été contacté par des marques. Je peux pas le faire parce que j'ai pas trop envie de faire trop de placements. Donc t'es obligé de sélectionner, sinon tu deviens un peu un panneau publicitaire, tu perds tout ton engagement. Tu sais, quand tu fais une pub, ta pub, à part si c'est rare et que justement le produit est trop cool et que les gens n'en ont jamais vu, mais il y a des produits aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui ont des marques qui ont beaucoup d'argent à marketing et qui travaillent beaucoup avec les influenceurs, donc en fait que tu les vois partout, donc le jour où toi tu en parles, les gens l'ont tellement déjà vu un peu partout que finalement quand tu le présentes, il n'y a pas une interaction de fou. Et donc tu perds toi de la visibilité finalement parce que les gens sont en mode je passe la story. Plus les gens passent ta story, plus Instagram se dit ok, ces stories elles sont pas intéressantes, je vais moins le mettre en avant. Ok, ouais. Si t'en fais trop, non, ton compte il est foutu. Et puis le problème de ces partenariats aussi, c'est qu'il faut que ça te corresponde à 100%, que ce soit un peu dans ta branche aussi, parce que bon, c'est vrai que des fois, il y a des influenceurs qui font des choses qui n'ont rien à voir, enfin qui acceptent des collabs qui n'ont rien à voir avec leur domaine, d'où du coup l'envie, j'imagine, de ton côté de créer aussi ta propre entreprise et d'être vraiment en totale cohérence avec toi. Et du coup, pour du personal branding, c'est encore mieux, quoi. C'est un moyen de promotion, mais en fait, c'est plutôt le personal branding qui a précédé en fait l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que ça a été une force pour toi, du coup, ce côté créateur de contenu juste avant, pour monter tes propres entreprises? Ah oui. 100% parce que en réalité, aujourd'hui, c'est dur d'avoir un bon produit. Donc il faut avoir une idée pour se dire un produit qui n'existe pas sur le marché qui est meilleur que les autres. Donc, ça, c'est très dur. C'est peut-être encore plus dur de réussir à le vendre, en fait. Parce que tu peux avoir le meilleur produit du monde, si personne ne le voit, tu ne le vends pas. À l'inverse, il existe des gens qui sont hyper bons en marketing, qui ont un produit merdique, mais qui le vendent beaucoup parce qu'ils sont bons en marketing. Alors que ton produit peut être le plus bon du monde, si personne ne le voit, tu le vends pas. Donc moi, j'avais la chance d'avoir une communauté directement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que gratuitement, je pouvais parler d'un produit sur mes réseaux et que si le produit est bon, les gens le voient et l'achètent. Donc ça m'a aidé énormément, que ce soit pour mes programmes, parce que je parlais directement à une communauté qui était intéressée par ce que je faisais, la nutrition, etc., donc qui achetait beaucoup plus facilement les programmes, ou la gamme alimentaire, tout. Ça m'a beaucoup aidé. Et le but, moi, par contre, au début, c'est que je me disais, c'est cool les réseaux, je veux m'en servir, mais j'aimerais bien m'en détacher ensuite, que ma marque puisse vivre sans que... Et ça, je pensais pas y arriver, parce qu'en vrai, on se rendait compte au début qu'on vendait beaucoup quand je faisais des stories. Sur ma marque Akaz notamment, même sur mes programmes, etc. Alors qu'aujourd'hui, on vend même quand je fais pas de story. Mais ça a mis 5-6 ans quand même à se mettre vraiment en place. Tu penses que c'est dû à quoi ça? Ils se disaient c'est bizarre. Non, il faut se faire connaître en fait. Ouais. Il faut se faire connaître et ça met du temps de se faire connaître. Surtout qu'on n'avait pas de budget au début, on n'a pas fait de levée de fonds, pas de crédit, etc. Donc on n'avait que dalle de budget. Donc c'est dire que si t'as pas de budget, on se reposait sur mes réseaux sociaux, ce qui était une force. Parce qu'aujourd'hui on sait combien ça coûte les influenceurs. Donc c'est un but, si tu veux vraiment développer ta marque et des influenceurs, parce qu'il faut faire beaucoup de pubs pour vendre.
Oui, puis c'est pas juste une collab qui va fonctionner, ça. sachant qu'il faut tester, il faut faire beaucoup de tests avec plusieurs personnes, les communautés sont pas forcément réceptives. Bah, c'est ça. Et jusqu'à tomber sur le bon influenceur, et même si tu tombes sur le bon influenceur, bah, il faut qu'il fasse plusieurs pubs pour réussir à vendre, pour que tu sois rentable, etc. Donc au final, ça aurait coûté un budget énorme, et nous on l'avait pas ce budget-là, et donc on a utilisé à fond la communauté pour pouvoir ensuite développer. Mais le truc c'est que bon, déjà il faut que ton produit soit bon, et il faut que tu en aies beaucoup aussi, parce que nous on vendait que des barres de céréales initialement. Donc bon, les gens achetaient et rachetaient, mais au bout d'un moment, aller sur internet juste pour commander des barres de céréales, ça suffisait pas. Et donc il fallait du temps pour étoffer la gamme, pour que les gens puissent revenir comme dans un supermarché acheter plein de trucs. C'est ça, parce que là, pour que les gens ils se rendent compte quand même, c'est que tu as 5 entreprises, c'est ça, au total, ou 4. Enfin, tu as Sodiet, Akaz, Big Wheel. Big Wheel. J'en ai 6 en fait. 6. Ouais. En fait, j'ai dans l'ordre chronologique Big Wheel que j'ai créé, ensuite Akaz. Ouais. Ensuite, j'ai créé une société dans l'investissement immobilier. Ah oui, c'est vrai que tu es dans l'immobilier aussi. Qui prend du temps aussi. Mm. Ensuite, j'ai créé Sodiet. Ensuite, j'ai créé une autre société dans l'immobilier. Ok. Et ensuite, j'ai créé une holding qui est au-dessus de toutes les sociétés. Oui. Ouais. Et donc, au total, ça fait 6. Ok. Ah ouais, ça fait donc, pour que... On comprend pourquoi tu fais pas non plus énormément de placements de produits, parce que je pense que déjà, si... Ouais, après, par pas exemple, être un panneau publicitaire, comme tu as dit. Ça, c'est... Après, tu as des boîtes où j'en parle beaucoup sur les réseaux, d'autres non. L'immobilier, par exemple... ouais, mais t'en parles pas trop de ça, au final. J'en parle si je mets... En fait, moi, j'aime bien la rénovation. Enfin, j'aime pas la faire, mais j'aime bien... Et du coup, j'aime bien partager ça sur les réseaux. Genre le avant-après, je trouve ça exceptionnel. Tu as une ruine, après, tu vois, donc je partage ça parce que c'est mon quotidien, mais au final, j'en mets pas beaucoup. Et puis aujourd'hui, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu besoin d'utiliser mes réseaux sociaux pour trouver des locataires. Donc au final, j'ai pas utilisé le marketing des réseaux pour l'immobilier. Donc, Ok, du coup, quand tu as créé toutes ces entreprises, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te rappelles, un échec, quelque chose où tu t'es pris un mur et tu as dit « Ah ouais, là, ça va être compliqué », et que tu t'es relevé et qu'évidemment, ça a été... parce qu'on dit souvent qu'en entrepreneuriat, on passe par des échecs. Est-ce que toi, tu en as eu un qui t'a marqué, qui t'a permis de rebondir par la suite ? En vrai, un gros échec où je me dis ah merde, tu vois, je n'ai pas j'ai pas un gros souvenir d'un truc qui m'a choqué. Après, j'ai eu plein d'échecs, plein de trucs quelquefois hors partenariat, hors entrepreneuriat sur l'influence. Parfois, tu bosses sur une semaine sur un post en disant putain ouais, je vais faire un article comme ça ou une recette comme ça, etc. Tu la postes, flop. Tu vois. Et donc ça, c'est des petits échecs que je connais tous les jours. Ça arrive tout le temps. Et dans l'entrepreneuriat, souvent ça m'est déjà arrivé de sortir des e-books sur lesquels tu as travaillé pendant 6 mois. Tu le sors et c'est un flop parce que le sujet n'intéresse pas ou parce que tu vois. Mais ou alors des produits sur Akaz qu'on sort et qu'on doit produire une ou plusieurs tonnes, tu sors et au final ça se vend pas du tout, ça serait sur les bras, donc il faut que tu bosses pour que ça puisse se vendre parce que tu vois il plaît pas ou voilà, donc c'est des petits échecs comme ça. Mais je veux dire j'ai pas le souvenir d'un gros échec ou qui m'a, tu vois, me dire oh, merde, j'ai tout foiré, qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois. Moi, j'aimerais bien savoir un peu dans tout ton emploi du temps ultra chargé, parce que tu es sur tous les fronts. Est-ce qu'il y a un petit truc que tous les jours tu aimes bien faire, un truc que tu... Mon sport. Ouais, ton sport. Ouais, mon sport. Hormis... T'as une discipline dans la muscu que tu préfères? Je vais me faire engueuler, ma femme va dire ah t'as même pas dit me voir ou voir ta vie, ça, tu me fous dans la merde, grave toi. Au pire on coupera au montage. On coupera. Non, en vrai le sport. C'est ce qui te fait vibrer depuis toujours. J'en ai toujours fait et aujourd'hui en fait je me vois vraiment pas faire une journée sans sport. Tu vois, donc je garde vraiment ça au pour quotidien. Moi tout le temps. Ça te permet de te vider la tête. Ouais, j'aime trop. Tu marches 7 heures en montée. En répondant aux messages. Enfin, je fais plus, je dis ça, mais tous les jours, je fais minimum 1 heure d'escalier et je réponds encore aux messages. Je bosse sur les choses sur lesquelles je peux bosser sur mon téléphone. Il y a des choses que je dois faire sur ordi, d'autres sur téléphone, et tout ce que les mails, les trucs comme ça, que même du montage vidéo, des trucs comme ça que je peux faire sur mon téléphone, je fais sur les escaliers, l'escalier à la salle de sport. Donc je continue un peu à faire des là, mais j'y reste pas 7 heures. Et aujourd'hui, du coup, tu es en agence pour tes partenariats, mais est-ce que tu as une équipe à côté qui te suit pour faire tes posts, pour monter des vidéos, etc., ou tu fais tout toi-même? Sur mon compte à moi personnel, je travaille tout seul.
Donc c'est moi qui je trouve les idées, je fais le montage, je fais mes vidéos. À part quand je dois faire des grosses vidéos quali ou quoi, où là j'ai mon vidéaste qui bosse avec moi depuis 4-5 ans, je dirais, et que ça se passe super bien, du coup on se comprend bien, etc. Et sinon, sur toutes les autres boîtes, il y a des équipes. Ouais, t'as délégué, ouais, du coup. Ouais, sur toutes les autres boîtes, il y a des équipes qui gèrent, que ce soit les réseaux, les vidéos, etc. Tout ça, le contenu, ouais. Mais par contre, sur mon compte à moi, c'est uniquement moi. Est-ce que t'as des petits projets là à l'avenir? Quelle est ta vision un peu là du futur personnellement, je veux dire? Personnellement. À niveau business. Ça peut être en termes de Les deux. business ou les réseaux sociaux. Ouais. Réseau, aujourd'hui, j'aimerais réussir à aujourd'hui trouver un peu plus de temps pour gérer mes réseaux sociaux parce qu'en fait, je fais beaucoup moins de création de contenu qu'avant. Ok. Et il y a un truc qui me plaît bien aussi, hors la nutrition, c'est de faire des conneries, des vidéos de merde un peu sur les réseaux. Je kiffe bien, ça me fait délirer, tu vois. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai pas le temps de le faire. Et en plus, je sais que ça fonctionne bien, que les gens kiffent bien parce qu'ils te voient sous un autre angle. Et c'est ma personne, en fait. J'ai toujours fait des choses comme ça, même depuis le début de tous mes réseaux sociaux. Mais Ouais, toi, t'es hyper actif dans la vie de tous les jours. ouais, et puis je me prends pas trop la tête et j'aime rigoler. Ok. Ouais, donc retrouver un peu ce temps-là à faire un peu plus de contenu. Ouais, de contenu pour les réseaux sociaux. Ouais. Après, développer d'autres boîtes, j'ai pas mal de projets pro. Et puis, avoir un peu plus de temps aussi pour ma vie de famille, essayer de m'organiser, réussir à m'organiser un peu mieux. Mais bon, c'est-à-dire que si tu veux augmenter sur tous les trucs, il faut bien limiter quelque chose si tu veux réussir à faire quelque chose. Donc, je sais pas comment je vais faire encore, mais... C'est en cours de, cool. c'est en cours de travail. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui aimeraient monter leur entreprise ou juste se lancer sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner? En fait, pour moi, le conseil principal que je donne régulièrement, c'est juste de prendre plaisir. En fait, pour moi, la finalité de tout ça et de la vie, etc., c'est d'être heureux. Donc, c'est le bonheur. Souvent, ce que je dis, c'est que, par exemple, si tu fais du sport parce que tu veux perdre 10 kilos ou si tu deviens entrepreneur parce que tu veux faire 1 million d'euros, c'est très compliqué, en fait, de rester motivé. Et surtout que tout ça, ça se fait sur le long terme. Donc, il faut réussir à rester motivé et à rester résilient, à résister aussi à la douleur. Et donc, je pense que la seule façon de réussir, c'est de prendre plaisir. C'est-à-dire que réussir à prendre plaisir dans la bouffe, c'est pour ça que je propose ces recettes-là. Réussir à kiffer le sport. Si tu en fais même pour perdre 10 kilos, il faut que tu prennes plaisir à le faire et que ce ne soit pas une contrainte. Que tu deviennes entrepreneur et qu'en fait, tous les jours, tu ne sois pas en mode putain, ça me fait chier, je dois aller bosser. Mais bon, vu que je veux gagner 1 million, je suis obligé d'aller bosser, tu vois. C'est en mode, il faut avoir tes objectifs, donc peu importe lesquels, mais de prendre plaisir vraiment tous les jours. Et l'influence, c'est pareil. C'est sur tes réseaux sociaux, si tu es en mode ça me fait chier, tu as encore de... Quelquefois, ça te fait chier. Quelquefois, ça te fait chier. C'est comme le boulot. T'as beau adorer ton boulot, il te fait chier. C'est comme si t'as un copain, t'as une copine, tu l'adores, hein, mais quelquefois... Là, c'est pas moi. Ma femme. Non, pas moi, en vrai, ma femme, je l'aime toujours et elle me fait jamais chier. Non, mais en vrai, c'est vrai. Il se rattrape sur le sport de tout à l'heure. Non, en vrai, je pense qu'il faut prendre plaisir. Peu importe ce qu'on fait, parce que je dis la finalité, c'est pas de devenir riche, c'est pas de faire 80 kilos énorme, sec ou j'en sais rien, peu importe c'est de kiffer en fait sa vie et de prendre, tu vois, d'être heureux. Et en fait, si t'es pas heureux pendant le process, tu seras pas heureux même une fois que le résultat sera là, tu vois. Même si le process est dur. Donc, je pense que le plus important, et je l'entends rarement en plus dans les podcasts business, etc., mais c'est de kiffer en fait. Il faut vraiment kiffer, même si tu peux kiffer la douleur aussi, hein. Sans parler de trucs sexuels ou quoi, hein. Non, vraiment, je parle vraiment de business, hein. Non, mais... Et le sport aussi. Du coup, pour garder ta motivation, c'est vraiment, toi tu te rattaches juste à ta passion, au plaisir surtout, en fait, c'est ça. Ouais, et après aussi aux objectifs, hein, je vais pas te mentir, j'ai des objectifs, des rêves, et c'est ça aussi qui te motive tous les jours. Tu te dis, j'aime bien me fixer quand même des objectifs que j'arrive à visualiser un peu. Après plusieurs types d'objectifs, long terme, court terme, etc. Et de me dire, voilà, je l'écris un peu, et j'ai envie d'atteindre ce type d'objectif, j'en sais rien, j'ai envie de me passer, je sais n'importe quoi, parce que c'est pas que sur le business, hein, passer minimum, je sais pas, 3 heures à faire ça, cette activité avec ma fille, ou réussir à aller la chercher, à la déposer à l'école, ou ce genre de choses, tu vois. Et donc, c'est les rêves aussi et les objectifs qui me font tenir, mais il y a le kiff aussi du process,
Ok. C'est vrai que c'est un discours qu'on n'entend pas assez souvent, je trouve, Ouais. dans les récits un peu entrepreneuriaux. Donc, ouais, Ouais, bah ouais. hyper intéressant parce que c'est Ouais, un se bon rattacher point à de sa vue, je passion, pense. c'est Ouais. toujours, je pense, Ouais. la source de Prendre du motivation plaisir principale. malgré les objectifs, parce que bon, les objectifs peuvent être vus comme une contrainte et c'est dommage. Parce Ouais, qu'au bah final, ouais. c'est quelque chose vers quoi on veut tendre. Donc, au final, Bah, en fait, en plus, c'est ça le pire, c'est que souvent on croit qu'on est heureux une fois qu'on a atteint l'objectif. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est l'inverse. Une fois que j'ai atteint l'objectif, je suis plus heureux parce que c'est bon, je l'ai, tu vois. Tu sais, un rêve, les fantasmes, en fait, tu kiffes parce que c'est un rêve. Mm. En fait, une fois que tu l'atteins, c'est plus un rêve. Ça y est, tu vois, c'est bon. Donc Ouais, en c'est fait, t'es clair. plus heureux. T'es heureux quand c'est un rêve et quand tu y penses tous les jours en disant putain, un jour j'aurai ça, un jour je ferai ci, un jour je serai cette personne, tu vois. C'est clair. non, mais carrément. Mais Alors, quand tu vraiment. l'atteins, c'est plus. Donc il faut kiffer le process aussi, quoi. Toi, c'était quoi ton rêve d'enfant? En vrai, je sais pas si vraiment j'avais dû, je veux dire, Ouais. devenir. T'en avais pas un en particulier qui te... Bah, professionnellement, en vrai, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc j'étais pas en mode, tu sais, je veux devenir pompier, donc je sais que je vais faire ça. J'étais pas trop comme ça. Je voulais réussir en fait ce que j'entreprenais, peu D'accord. importe ce que c'était, que ce soit dans le sport, les études, les relations amicales, amoureuses, juste, tu sais, l'accomplissement un peu. Ok. Mais Ouais. j'avais pas de rêve en mode Ouais, ouais. précis. Je veux être ci ou je veux faire ça. Mhm. Ok. Bah, du coup, je te propose de passer aux questions, Ouais. aux questions-réponses, donc au jeu des 60 secondes. Ok, donc t'es prêt, Willy? Ouais. Est-ce que tu manges souvent sodiette? Oui. Est-ce que... Est-ce que nettoyer sa piscine à 23h, c'est vraiment une corvée? En vrai, non, c'est drôle. Est-ce que tu aurais fait autant de choses sans les réseaux sociaux? Non. Est-ce que tu te remettrais à l'escrime? Ah, pour retester comme ça un jour, 2 jours, mais pas réellement, non. Et au football américain? Ah, pareil, en fait, ma vie me permet pas aujourd'hui, donc j'arrive pas trop à le voir. Mais je kifferais bien en faire, ouais. Ok. Est-ce que tu vas tester sodiette tacos? Surprise. Voilà, tu spoil tous les projets. Est-ce que tu relancerais YouTube? Ah ouais, ça j'aurais kiffé, ouais. Est-ce que tu as déjà menti à ta communauté? Ouais, ouais. En vrai, parce que j'ai une histoire en tête où ouais, j'ai déçu ma communauté. On en parle après si tu ouais. veux. Ok. Mais ouais, c'est plus ou moins arrivé, on va dire. Ok. Est-ce que tu arrives à trouver des moments pour dormir? Ouais, et c'était en 2008, la dernière fois, c'était grave cool. Ouais, en vrai. Est-ce que tu as menti dans ce question-réponse? Non, je crois pas. Hein. Non. Bon. Ouais, du coup, cette petite anecdote, tu veux y revenir un petit peu ou très rapidement quoi? C'était un petit truc qui a fait que... En fait, non, à l'époque, vous savez, le dropshipping, ça existait pas. Ouais. Et on connaissait pas vraiment ça. Et c'est vrai que donc, moi, j'avais été contacté par une marque qui faisait des montres hyper cool. Moi, je kiffais. Elle m'envoie la montre, elle est cool. Et la marque me payait cher. Hmm. Donc, je me dis, ouais, trop cool. Tu dois en parler sur tes réseaux sociaux. Enfin, sur le papier, elle me payait cher. Et au final, c'est mon bracelet, trucs comme ça. Ouais. Et au final, en fait, je fais une pub. Et ça vend de ouf. Parce qu'en fait, ça existait tellement pas à l'époque Ouais, que ouais. tu vois, aujourd'hui, tu dis, ouais, je vais acheter une montre qui vaut 300 € alors que je vais l'acheter à 50 balles. Je sais plus si c'était une montre ou des AirPods ou. Tu sais, il y avait des trucs comme ça. Et en fait, donc j'en parle. Et le truc, c'est que j'ai fait énormément de ventes. Et sauf que après, j'ai plus aucun contact avec les personnes qui m'avaient contacté initialement. Rien. Ok. Silence radio. Donc, premièrement, j'ai pas été payé. Et j'avais des messages, laisse tomber. En plus, les gens ont commandé et ils reçoivent pas leurs ils produits. savent pas Quoi. un truc. Ouais. Et je crois que c'était des AirPods à 20 balles. Je crois. Et en fait, ouais. il y a eu beaucoup de commandes. Et du coup, je me sentais trop mal. J'étais en mode, ouais, putain, c'est chaud en fait ce que je viens de faire. Tu vois. Et c'est là où tu commences à te responsabiliser. Aujourd'hui, c'est bien connu en fait, le dropshipping, etc. Donc Ouais. là, tu sais très bien qu'il faut vérifier les trucs des marques. Il faut tu vois, faire attention. Et puis maintenant, il y a les agences. Donc les agences, elles font leur Ouais, taf. elles C'est le filtrent. boulot, ouais, voilà. C'est le boulot de l'agence aussi de vérifier que la marque, etc. Mais avant, t'as pas d'agence, t'as rien. On te propose un gros billet, les produits, tu les trouves cool. Ah, tu te dis, Ouais, vas-y, tu go, vas. Ouais, tu te poses pas ouais, plus de tout le questions que monde, ça. Voilà, ouais. Et là, et du coup, moi, ce que j'avais fait, donc premièrement, j'avais pas été payé Mhm. parce que j'avais plus de nouvelles des gars. Et puis en fait, j'avais remboursé chaque personne qui avait commandé ces trucs-là parce qu'il l'avait pas reçu. Ah ouais, Donc de d'accord. ma Ok, poche, en ouais. fait, j'avais remboursé parce que je me sentais trop mal.
En fait, je me sentais mal. Tu sais, c'est la version de. En fait, tu perdais la confiance des gens aussi, tu vois. Donc, je disais, c'est chaud, quoi, tu vois. Et donc, c'était une sale expérience, ça. Bah, du coup, maintenant, tu fais gaffe à fond. Bah ouais, et ça, c'est ouais. qui te donne pas envie de faire ça. Parce que tu sais, tu travailles avec des marques, tu les connais pas, les marques, si elles veulent. C'est peut-être ça, ton down qu'on parlait tout à l'heure, que tu n'arrivais pas à trouver, un petit moment de. Ouais. Tu sais, Ouais, où ça te... négatif ou dans ton... Bah ouais, ça en vrai c'était pas ouf Ouais, du tout. c'était pas ouf, ouais. C'était Ok. pas ouf du tout. Mais bon. Ok. Bon, du coup, je te propose de passer à la roue qui t'influe maintenant. Allez. La roue va tourner et ça va s'arrêter tout seul, et donc voilà. Vas-y. Toi, tu paries quelle couleur du coup, toi? Ouais, en plus, à chaque fois. On demande tout le temps ça? Moi je parie sur le bleu. Ouais. Ouais, tu Ah, vois, bah, regarde, comme par regarde. hasard. Comme par hasard. Je sais pas ce qu'il y a écrit, Vie pro et perso. Ah, Tiens. bah super. Ouais, la gestion vie pro perso. Bah, je pense que t'es Elle est bien vite placé répondue. pour. Ouais. Mais je pense que t'es Ouais, bien c'est placé pour en parler. Et même comment ta famille, par rapport à tout ce que tu fais, Ouais, le Ah, vie, le vie aussi, ouais, c'est- réagit par rapport à tout ça. Au début, compliqué parce qu'en plus les réseaux sociaux c'est pas trop connu, tout ça. Donc tu vas te lancer sur les réseaux sociaux, tu vas devenir entrepreneur. Voilà, Ouais. mes parents laissent tomber. Ouais, pour ils eux, ont pété un câble, quoi. Ça fait beaucoup. Ouais, Déjà, influenceur, puis- c'est pas du tout connu, donc Ouais. faut leur expliquer. Ouais. Et donc, au début, compliqué. Mais après, plus il y a de monde qui leur disent ah, mais attends, t'es la mère de Big Will, t'es le père de Big Will et tout. Ils disent putain, mais comment tu le connais? Ah, bah ouais, alors que c'est des mondes qui sont pas du tout des personnes, parfois qui n'étaient pas du tout dans mon milieu à moi, mais dans leur milieu à eux. Tu sais, genre au taf, quelqu'un disent ça. Et donc, du coup, plus ça fait ça, et plus ils se disent ah, putain, mais en fait, ce qu'il fait, c'est peut-être réel. Tu sais, c'est peut-être. Après, ils m'ont toujours fait confiance et ils m'ont toujours suivi dans tous mes projets. Mais c'est vrai que ça les faisait flipper. L'entrepreneuriat et l'influence. Et après, gérer le temps de vie pro, perso, ça c'était un boulot. En fait, j'ai eu peut-être, je sais pas si une chance ou une mal. En fait, je suis avec ma femme Longtemps. Longtemps. depuis la 5e, Ok. en réalité, donc 2007. Elle m'a connu sans les réseaux, elle a vu le développement des réseaux sociaux, le développement des entreprises, etc. Elle a toujours su que j'étais quelqu'un qui était quand même déterminé et quand j'avais un objectif, que j'allais tout donner pour l'avoir, que ce soit pendant mes études, au lycée, mais après pendant la prépa, etc. Et après, ça s'est décalé sur le business. C'est que si j'ai des objectifs et que je veux développer des choses, je dois travailler. Donc je suis à fond dans les trucs. Et souvent, à l'époque, au tout début, tu sais, tu passes des nuits blanches, moi, qu'elle dort, à travailler parce qu'il faut que tu développes quelque chose vite. Bref, très dur à gérer, mais elle le comprend très bien. Même si parfois c'est très dur. Ouais. Mais, et puis moi, j'ai jamais eu de famille qui était dans l'entrepreneuriat. Ouais. Mais j'ai toujours entendu et vu que finalement, en fait, les familles se déchiraient souvent parce qu'il y avait une des personnes, des parents qui étaient entrepreneurs et qui passaient trop de temps à bosser, donc n'avait plus le temps pour sa famille. Et j'ai toujours voulu éviter ça au maximum. Alors, c'est dur. Rien à voir, mais c'est pour on est sur une table de ping-pong, c'est drôle. Je suis en train de penser à ça. C'est à la fin de- Tu soulèves une question un peu C'est à la fin de l'épisode. C'est budget, cool. c'est budget. Ah, ok, C'est- magnifique. Voilà, on essaie de se démarquer en fait, tu vois. Ok, bah, ça C'est va. fait exprès, c'est le concept en Ok, fait. cool. Voilà. On se renvoie la balle, tu vois. Bref. Ah, ok, je capte. Mais, Non, mais, ouais, difficile, mais elle le comprend bien. Et moi, j'essaie vraiment de faire attention aussi. J'essaie de vraiment faire attention à ça. Donc, Ok. Bah, c'est trop cool. C'est encore plus difficile aujourd'hui que j'ai une fille. Donc, Et comment t'as fait du coup pour lui expliquer un peu tout ce que tu faisais, pour lui... Est-ce que tu lui as dit assez tôt ou... en fait, ça allait tellement progressivement que moi-même, je savais pas ce que je faisais. Ouais. Donc, elle-même savait pas et qu'on en parlait tous les jours. Je veux dire, maintenant, il se passe quoi? Tu sais, à chaque étape. Bon, maintenant, on fait quoi? Tu fais des études, maintenant, tu fais quoi? Tu cherches du boulot ou alors tu essaies de développer quelque chose sur les réseaux par rapport à ça, tu vois? Elle fait pas partie de tes business, elle est. J'ai toujours un peu voulu éviter ça aussi. Ouais. Parce ok. que elle m'a beaucoup aidé, hein, et elle m'aide encore beaucoup. Notamment au tout début où c'est elle qui gérait la partie communication avec les gens, limite SAV un peu, sur le début des e-books. Mais j'ai toujours voulu éviter de travailler parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on a besoin de notre espace. Chacun, de rentrer, d'être content de te retrouver, d'expliquer ta journée. Si tu as vécu ta journée ensemble, peut-être que t'as plus rien à raconter. J'en sais rien, je sais pas, mais en tout cas, je me suis toujours dit que c'était. Et en plus, peut-être ça peut être source d'embrouille, Ouais, genre de bosser complètement. ensemble. J'ai toujours eu peur de ça, alors que ça se trouve, ça se passerait super bien.
Mais vu que j'ai toujours eu peur de ça, j'ai toujours voulu l'éviter, donc on n'a jamais créé vraiment quelque chose Ouais, tu ensemble. préfères jouer safe. Ouais, bah, je l'aide sur ses trucs, elle m'aide sur mes trucs, mais c'est des deux choses séparées. Ouais. Ok. Parce que de base, t'es quelqu'un d'organisé, toi? Non. Non, pas du tout. J'en étais sûr, je sais pas pourquoi. Rassurant, ça veut dire qu'on peut quand même réussir Voilà, à monter mais sa ça, boîte non, en mais même temps. voilà, Ouais. mais parce que pourtant, ouais, dans l'emploi du temps que t'as, voilà, faut Ouais. quand même arriver à trouver le moment pour tout. Donc. Ouais, bah ouais. Mais l'organisation, ça me stresse en plus. Ah ouais. Bah, prendre un rendez-vous. Genre là, par exemple, tu m'as envoyé. C'est vrai qu'on a j'ai au moins décalé décrit- 6 fois le rendez-vous, mais Ah, je te jure, et en plus, tu sais, j'ai du mal à te répondre. Parce que, en fait, ça me stresse de m'organiser, d'avoir un rendez-vous, ça me stresse de me dire, ouais, il faut que je sois là à cette heure-là. Imagine, j'arrive pas à y être, etc. Je prends des rendez-vous sur une semaine et quand ça va plus loin, moi, je suis stressé à l'idée d'avoir des rendez-vous. J'arrive Il y a un petit trauma du rendez-vous. Ça arrive. Tu vois, pour t'organiser, si t'arrives pas à prendre des rendez-vous, ça peut poser problème, tu vois. J'ai le même problème. Ah ouais, bon, bah, ça marche. Ça me rassure. Je suis pas seul. Je n'ai pas seule. Je suis là aussi dans le trauma. écoute, si t'avais 3 mots pour décrire tout ton parcours, depuis du début à maintenant, aujourd'hui, 3 mots, quel mot tu choisirais en fait? Oh, j'ai plombé l'ambiance. Non, ouais. Petit moment réflexion, je peux me dire des conneries. En vrai, c'est dur ça. Hein. En fait, c'est que je trouve des choses, mais c'est que 2 mots, je me dis merde, si je réponds 2 mots, ils vont me dire que je suis con. Vas-y, allez, en 2 mots alors. Non, j'allais dire grave kiffant parce qu'au final, j'ai toujours, même s'il y a des choses qui étaient très très difficiles pendant le parcours, mais j'ai toujours kiffé ce que je faisais. J'ai toujours pris plaisir. Ok. Et donc, je retiens beaucoup plus le côté ouais, je kiffe ma vie, tu vois. Ouais. Peu importe, parce que quelquefois, tu as des moments où dans le business, ça marche très mal. Tu fais pas assez d'argent, t'as pas assez d'argent pour payer tes charges, etc. Mm. Tu stresses de fou. Et je suis quelqu'un de très stressé, donc beaucoup. Mais en fait, je garde quand même la partie où j'ai la chance, parce que je pense que c'est une chance aussi de pouvoir créer quelque chose et d'y arriver. Mm, mm. Et donc, je prends Kiffe. l'honneur. Je sais pas Ouais. quand ça va durer. Ça se trouve demain, ce sera fini. Mais en tout cas, jusqu'à là, j'aurais kiffé tout ce que j'ai fait et tout le parcours. Donc ouais, c'est ça un peu les... Je pense que Ok. ça résume un petit peu tout ce Mm. qu'on a dit. Franchement, la passion, prendre du plaisir. Et puis Ouais. franchement, en tout cas, pour nous, c'était un plaisir de t'avoir. Ouais, je pense qu'on aurait pu discuter encore longtemps. Mais plaisir partagé. En tout cas, c'était grave cool. merci beaucoup pour ce parcours qui est quand même Hyper intéressant. ouais, et hyper inspirant. intéressant, inspirant. Ouais. Merci à vous pour l'invitation. C'était cool. Salut Willy. Ouais, Salut. merci. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à interagir avec nous via nos réseaux sociaux @agence-startitup sur Instagram, Facebook, LinkedIn et même TikTok, et à nous suggérer des créateurs de contenu que vous adorez. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité de taille puisque c'est Timothée Curado qui nous parlera de l'association de son métier de professeur et de créateur de contenu. Et avant de se quitter, n'oubliez pas que la vérité se cache sous les likes.